never seems to be too far. Caramel. 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 Il n'y a pas à dire, l'Élysée rend fou, et comme le titrait cette semaine Marianne, après un président ne devrait pas dire ça, le titre du livre d'entretien de Hollande paru la semaine dernière. Donc Marianne cette semaine titrait un président ne devrait pas être ça. Et c'est vrai que vraiment il y a de quoi se poser des questions. Exemple, en campagne pour les primaires dans la semaine, primaire de la droite, Nicolas Sarkozy a fustigé devant un public hilar ces élites qui, je cite, vont acheter des œufs frais sur le marché avec un panier d'osier. Le mec, il a été le maire de Neuilly, pas la ville la plus déshéritée de France. Il vit maintenant dans le 16e à Paris. Il a 3 bonnes, 2 nounous et un chauffeur. Et en plus, il fustige les élites. Je rêve à croire que le séjour vraiment à l'Élysée rend fou. Regardez Hollande. Donc, qu'est-ce qu'il lui a pris de se confier ainsi à 2 journalistes du Monde? Pourquoi traiter les juges de lâches et de planqués, les foutent d'incultes? Pourquoi lancer que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ne se ferait pas, aussitôt relayé par son poisson pilote Ségolène Royal, et cela contre l'avis de son Premier ministre toujours en titre, je vous le rappelle, il s'appelle Manuel Valls, au cas où vous l'auriez oublié. Pourquoi, à propos de l'islam et de l'intégration, multiplier les sentences à la Morano ou à la Zemmour? Oui, pourquoi? Perplexité générale, ce mec est parti en vrille, il est vraiment temps que cette mauvaise blague s'achève. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme. Dans un instant, Boris Georgelin, que toutes les ménagères de plus de 50 ans nous délivrera d'une voix grave et légèrement cuivrée sa chronique de bande dessinée. Et puis ce sera au tour de la pétulante Perrine Crubilé de venir nous parler de bonne bouffe. Ce soir, une chronique boulangère. Tandis qu'en fin d'émission, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et culturelle de cette émission, évoquera le prochain concert programmé dans le cadre d'un pavé dans le jazz. Ça se passera dans une quinzaine de jours. Et entre-temps, je recevrai Éléonore Bonfils, la programmatrice de la salle Nougaro, occasion de parler de sa programmation 2016-2017 et de fêter un anniversaire, les 30 ans de cette salle créée en 1986 par Gilles Presnitzer et le CE d'Airbus. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Nouveau cadre de la scène londonienne, le saxophoniste Shabaka Hutchins vient de sortir un nouvel album avec un nouveau groupe, The Ancestors, groupe venant compléter une liste comprenant déjà Sons of Kemet, un quartet explosif, et The Comet is Coming, un trio plutôt électro-jazz furibar que l'on a pu découvrir à Toulouse lors du dernier festival Match and Fuse fin septembre dernier. Shabaka and the Ancestors, entièrement enregistré en Afrique du Sud avec des musiciens recrutés sur place, dégage une belle énergie collective et renvoie à une époque où le jazz se concevait libre et spirituel, à l'image de Coltrane, époque Love suprême. John Coltrane, une des figures tutélaires du jeune londonien né à la Barbade en 1984. Shabaka and the Ancestors, extrait de Wisdom of Elders, son premier album avec The Ancestors. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. On écoute tout de suite Nati.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Bon, on va annoncer quand même directement les choses. Vous risquez d'entendre un peu de bruit en fond de ce qui va suivre. On est beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui. Jean-Pierre fête son anniversaire. Ça va péter le champagne dans pas très longtemps. Et Boris Georgelin est là pour commencer avec Maestria ce 749e numéro de Caramel Mou. Un petit mot pour Maestria qui est avec nous. Ouais. Merci Maestria d'être là. On était très contents de le voir. 750 me rappelle notre technicien ça maison. Ça ne rajeunit pas. D'ailleurs, on fête les 8 ans de notre ami Jean-Pierre. Ouais. Quand on veut jeter un voile pudique sur l'âge de quelqu'un, on dit il a 8 ans. Voilà. Simplement, on dira que 28, 38, 48. Pour situer l'époque, il fallait que Jean-Pierre pédale sur le vélo pour qu'on ait de l'électricité pour faire ce programme. Donc c'était effectivement il y a un petit moment. Tout à l'heure, vous n'avez pas eu peur d'envoyer contre Nicolas Sarkozy à l'abri derrière votre micro. Non, ça demande un certain courage politique. Très bien. Vous en avez, comme on dit. Et en fait, c'est même pas la peine d'avoir des clés USB pour enregistrer les émissions. Je pense que les gars des RG ou la DCRI peuvent vous les envoyer directement. Tout à fait. Vous êtes suivistes, évidemment. Évidemment, oui. Depuis qu'il y a le GPS, la on est toujours subversion. Non, mais. Ouais, allez, 450e. Arrêtez de foutre de moi et parlez-moi de BD, puisque vous êtes là quand même pour ça aussi. Non, vous étiez chaud, vous parlez de ménagères depuis 55 ans. On peut se répondre par édito interposé, mais on peut pas balancer les trucs et ensuite dire allez-y, faites. Je savais que ça vous plairait, ça. Vous m'avez titillé, mais ce soir l'ambiance n'est pas à la rigolade. Aïe. Joe Kangourou. C'est vrai que l'ambiance est plombée en ce moment. Et donc pour continuer dans le même état d'esprit, je vous ai sélectionné cette fois-ci 2 bandes dessinées parce que j'ai été frappé d'une maladie qui est assez commune dans la génération Y, A à Z. Enfin voilà, je voulais brosser une atmosphère de sentiments contradictoires. C'est un peu comme les héros de Gossens. Vous connaissez Daniel Gossens? Oui, vous nous en avez parlé un peu ici. Vous nous l'avez fait découvrir. Dans j'ai pas envie d'en parler ce soir, mais je vais en parler quand même. Dans un des épisodes, ils essayent de toucher un peu du doigt ce que c'est que la vraie littérature et ils veulent essayer de brosser une atmosphère de sentiments contradictoires dans leur roman. Et donc, Georges explique à Louis que la femme et les enfants de son héros ont été assassinés. Donc il est partagé entre 2 sentiments contradictoires justement parce qu'il est complètement abattu, il est dans son fauteuil, il porte, vous savez, ce genre de t-shirt sans manches avec des petits trous comme des filets de pêcheurs. Il est partagé entre la vengeance et la paresse. Voilà, donc il reste chez lui. Mais moi c'est ça. Je suis toujours partagé entre la vengeance et la paresse. C'est un peu compliqué, Gossens. Hein. Ouais, mais vous êtes quand même venu dans ce studio et c'est déjà pas mal. C'était pour justifier le fait que j'allais parler de 2 bandes dessinées au lieu de 3 et que l'ambiance était plutôt glauque. Alors, je vous avais parlé il y a un an. Vous faites bien de nous donner la traduction de ce que vous faites. Jean-Christophe Chauzy, qui est un régional de l'Étape, qui est un Toulousain, qui a beaucoup de talent. Je ne sais pas s'il est encore toulousain, je m'intéresse peu aux choses d'à côté, mais ça s'appelle Le Monde d'après. Et vous allez vous en souvenir quand je vais vous narrer, donc ça c'est le tome 2. Vous savez, c'est une famille qui est à Saint-Lary ou à Soulan et qui se retrouve bloquée dans les Pyrénées et il y a un désastre majeur qui arrive. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe, le ciel se fend et le tonnerre et la terre s'ouvre et tout est chamboulé, quoi. Tout part en sucette. Golfech a explosé. Ouais, non, ça c'est une conséquence secondaire. On l'apprend dans ce 2e tome parce que effectivement, les éléments se sont vengés. On déplaise à certains qui contestent le réchauffement climatique, ça va pas très bien. Et ils traitent la chose. On avait vu les traitements américains, genre de post-apocalyptique, genre les trucs de zombies ou Walking Dead. Comment on dit exactement? Ah ouais, ça va, c'est bon. C'est bon. Walking Dead. Vous savez que vous n'avez même pas une étoile sur superprof.fr. Cours d'anglais, 3 cours gratuits. If between. Hein? Ah oui, allez. Je connais cette... Go. Et vous arrivez parce que D-E-A, oui, ça se dit Dead, effectivement. Ah bon. The Walking Dead. Bref, c'est post-apocalyptique. La manche des zombies. Il y avait, je me souviens qu'il y avait Robert Merle qui avait fait un roman apocalyptique, j'ai oublié le nom, mais enfin un truc comme ça, quoi, où tout pétait, c'était pas bon. Là, c'est différent. Le personnage principal, c'est les Pyrénées. Enfin, en tout cas, c'est cette nature qui redevient sauvage. Et les gens ont pensé que le fait que le vernis civilisationnel, s'écaillait facilement chez les Américains. Au bout de 2 jours sans électricité, tout le monde se tuait et se violait, mais chez nous aussi, visiblement. Et il y a une impression de proximité du fait que ça se passe dans les Pyrénées. Vous vous souvenez que j'avais parlé de tome 1 ou pas du tout?
Ah, ça va. Alors bon. Et Perrine Crubilé aussi, ça. Et la suite, ça se passe super bien. C'est une maman, donc elle avait été larguée par son mari. Elle est avec ses 2 préados. Ils ont un peu le petit paysan du coin qui joue chaque été avec eux et leur chien. Donc il leur arrivait déjà moult péripéties un peu complexes. Et là, le monde s'est fendu et donc c'est des pillards à la française, quoi. C'est pas, il y a pas de zombies. Et on n'est pas à l'américaine où on va prendre en main notre destin pour essayer d'impulser un renouveau. On va subir. Ils subissent énormément. J'ai lu des critiques en ligne qui disent oh c'est dommage, ils subissent, ils se vengent pas, c'est mal et tout, ils donnent pas des coups de poing dans le destin. Mais non, c'est bien, c'est la nature qui est là et on retourne à l'état sauvage. Le découpage est super beau, c'est un très beau dessinateur qui donne bien cette immensité, cette notion de froideur, la nature qui se retourne contre soi. On est en plein été, puis d'un seul coup il neige et il neige profondément. Ils vont se retrouver près du four solaire d'Odeillo. Alors pour ceux qui connaissent un peu toute cette zone là, c'est d'autant plus cette familiarité est troublante parce qu'on se dit tiens, et si effectivement d'un seul coup il y avait une grande catastrophe, comment ça se passerait? Ça se passerait pas bien. On a une grande tradition française de délation qui date des années 40 et de délation tout court, puisque ça revient. On a une vieille tendance. Vous avez vu ce qui s'est passé années 30. sur le net cette semaine? Oui, on a vu ça, oui. On avait les carrément élus FN à Lourdes ont dénoncé les appartements dans lesquels logeaient les migrants. Ouais. Mais migrants, pareil, c'est toujours pareil. Ce sont des réfugiés, ce sont des exilés. Mais si on dit migrants, c'est déjà plus facile. Parce que les migrants, il y a émigré dedans, n'est-ce pas? Donc, vous le faites très bien. Non, mais ça risque d'avoir du succès. Parce que quand ce sera le grand soir, je te retournerai ma veste. Exactement. Vous viendrez faire des imitations ici à ce moment-là. On sera certainement moins nombreux. Je prépare une petite liste d'ailleurs. D'accord, vous aussi. Alors, ça s'appelle Le Monde d'après. C'est apocalyptique. Ça se passe pas bien. Beaucoup de héros meurent. Et pour revenir sur le bouquin dont vous parliez juste en début, c'est pas Robert Merle qui l'a écrit, c'est Barjavel et ça s'appelait Ravage. Ouais. Tout à fait. Il y en a un de Robert Merle qui avait été adapté en film avec Jean-Louis Trintignant. Et ça s'appelait, je sais plus comment. Bon, Malaterre ou Retour à Malaterre. Oui, Retour à Malaterre. Le monde d'après. Celui-là s'appelle. Ouais. Non, mais c'est bien qu'on s'empare des choses qu'on a laissées aux autres, aux Américains, aux autres et tout, qu'on s'en empare avec talent et dans un univers, je le rappelle, familier. Et là, c'est la montagne pyrénéenne qui n'a jamais paru aussi indocile. Très bien, c'est formidable. Allez, on continue. On va voyager dans le temps cette fois-ci. Vous vous souvenez de Monsieur Panaccione, qui est français d'ailleurs, je devrais dire Grégoire. Non. Grégory, pardon. Je vous avais parlé d'un Océan d'amour, qui était une bande dessinée sans phylactère, sans bulle, où c'était l'histoire d'un marin breton qui partait pêcher et qui se faisait prôner par un paquebot et que son destin semblait funeste. Et sa femme, avec la coiffe traditionnelle et les copines et tout ça, et les sardines, ne s'en laissait pas compter et décidait de partir à sa rencontre, de le retrouver au bout du monde. Et ça se passait bien. Il y avait une histoire avec des terroristes, des bateaux, Cuba, Che Guevara et des sardines, justement. Donc c'est un dessinateur qui est très expressif, Grégory Panaccione. Enfin, bon, il est français, donc Panacione. Et on peut survivre après avoir fait... il bossait dans les dessins animés français, genre Totally Spies. Voilà. Donc Totally Spies, c'est bon pour une certaine frange. Moi, c'est pas trop mon truc. Il y a personne qui se moque de votre anglais, vous? Pourquoi? Comment on dit? Continuez. Totally Spies. Voilà. Totally Spies. Là, je comprends. Ok. Totally Spies, non. Totally Spies. Totally Spies. Fine. C'est pas The Walking Dead, ça vaut pas ça, mais ça c'était bas. Donc Totally Spies, c'est-à-dire qu'il a un trait expressif, un trait d'animateur. Souvent, ils sont très très bons sur comment les corps se meuvent dans l'espace. Donc c'est très agréable à lire parce qu'il y a beaucoup de dynamique. Et là, il sort de ce côté sans phylactère justement. Il franchit le pas, mais parce qu'il est épaulé par un scénariste que j'imagine lui aussi soit italien, soit d'origine italienne. Vous savez, la vengeance et la paresse, donc plutôt paresse. J'ai pas bossé le background. Et ça s'appelle Chrono Squad, le tome 1, Lune de miel à l'âge du bronze. Et ce qui peut rebuter un peu, c'est que sur la couverture, le héros a un gros nez. Donc on s'est dit, c'est un truc rigolo. Drôle. Parce que le mec, il a un gros nez en fait. En fait, c'est juste qu'il a un gros nez et tous les autres ont des nez normaux. Donc il a un appendice nasal développé. Mais il faut pas du tout bloquer là-dessus.
Hein, d'accord. Par contre, est-ce qu'on peut bloquer sur le mammouth qui est en arrière-plan? Et oui, justement. C'est le fils de Krao ou quoi? Quasiment. Il peut l'être au moment où il veut parce qu'il va intégrer, il est docteur spécialisé dans le Moyen-Âge, et il va intégrer la fameuse bande des Chrono Squad. Mais qui sont-ils? Et ce sont des voyageurs temporels. Parce qu'en fait, le voyage temporel est devenu quelque chose de très banal. Donc les gens peuvent partir et ils ont fait des clubs, il y a des encarts, voilà, dire que pendant ce temps, il y en a qui bossent. Donc à partir de 10 999 € au départ de Lyon, 30 000 en formule tout inclus. Ça correspond à 1 jour et 1 heure en 2016. C'est le club de vacances Kyklades et ça se passe en 2574 avant Jésus-Christ. Donc, ils ont fait des clubs de vacances dans des endroits temporellement intéressants, donc l'Égypte ancienne. Et on les la construction des pyramides. Voilà. Et donc, vous pouvez y assister. Il ne faut pas sortir du club. C'est un genre de club med. Il ne faut pas sortir du club. Il y a des drones, il y a des choses qui éloignent les autochtones, mais ils vivent dans cette atmosphère assez pure. Il y a d'autres... vous parliez à fort juste titre du mammouth, parce qu'on peut aussi se projeter au paléolithique ou je ne sais quelle période. Évidemment, ça ressemble sur le papier à Valérian qui serait pas sérieux, mais en fait, il se passe des choses. Donc, c'est que le héros a gros nez, il a la chance de sa vie, il a été recruté pour faire partie des Chrono Squad, qui est l'élite des voyageurs de l'espace. Ouais, des gardiens temporels plutôt, parce qu'il y a toujours des petites choses qui partent en sucette. Sinon, ce serait pas drôle. Et donc, il a été recruté, mais pas dans sa période de prédilection. Il part en Égypte ancienne parce qu'il y a la fille du président de la Banque centrale, un genre de banque mondiale, qui a fugué du club Kyklades avec un copain, donc super branchou. Ils ont pris un voilier, ils ont cassé le GPS, ils sont partis et visiblement ils se sont fait aider par un Égyptien du cru. Mais ça va pas forcément très bien se passer pour eux, parce que l'Égypte ancienne, une fois qu'ils sont sortis de ce club, les mecs, c'est pas forcément des rigolos. On les envoie résoudre ce problème. Ils vont réussir à retrouver ces fugueurs riches, mais en fâcheuse posture. Et on s'aperçoit qu'il y a d'autres voyageurs temporels beaucoup moins cool, puisqu'ils sortent la mitraillette en pleine Égypte ancienne, alors que ça se fait pas du tout. Au maximum, c'est le taser. Donc il y a des choses qui ne se font pas. Mais j'en dis pas plus parce que c'est vraiment dessiné par quelqu'un qui fait de l'animation. Donc c'est très rapide, c'est très vif, c'est très enlevé. C'est vachement bien. Il y a d'autres paradoxes à côté de ça. Il y a une voyageuse temporelle, je pense qu'en toute simplicité, elle se tape un jeune Léonard de Vinci qui a du mal à comprendre, elle lui explique les paradoxes temporels, mais il a du mal à comprendre, à se figurer et tout ça. Il y a Robert Silverberg avait fait un livre de science-fiction qui s'appelait Temps parallèle, où les gens allaient faire des touristes à l'époque de Constantinople, et le pitch c'était plutôt ils étaient bloqués dans des boucles temporelles et dans des paradoxes temporels. Là, c'est pas le cas. Mais enfin, il y a plusieurs choses bizarres, et il y a surtout à chaque fois un cliffhanger, une grosse montée à la fin avec des mercenaires robotisés, des hommes avec des mitraillettes, des Allemands dans une certaine mesure dans l'Égypte ancienne, ils sont partout de toute façon, ces gens-là, et un prisonnier, parce qu'ils prennent les prisonniers et les envoient dans une autre sphère temporelle, genre au moment des mammouths, mais loin des clubs de vacances, et on va retrouver un prisonnier près d'un mammouth qui aurait été dépecé, mais j'en dis pas plus, c'est compliqué, ça s'enchevêtre, c'est très beau, ça s'appelle Chrono Squad tome 1, lune de miel à l'âge du bronze. C'est très ironique, parce que c'est pas vraiment une lune de miel. Voilà, mais par contre ça peut se passer à l'âge du bronze. C'était Boris Georgelin pour sa chronique mensuelle, donc on le retrouve dans un mois. C'est tranquille. C'est tranquille, allez, ça va. Vous pouvez vraiment dormir au mois prochain. Ils sont juste un peu froids. Une vie sans épices, si ça ne transpire pas la joie. Tes lettres me saisissent, elles disent tout plat ce que tu penses. Et tes pensées sont denses, émouvantes, j'y crois. Tes yeux tailladés saignent encore, fente fontaine, miroir de toutes tes folies. Le flot pourpre imprègne tes fondations, s'infiltre, remplit les interstices. Tu n'as jamais fait que refuser de fuir. Ton visage tout décidé à laisser l'instant se produire. Tout semble calme et tout semble déchaîné. 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 Les signes que tu traces à l'encre rouge ne sont plus ça. Substance organique, gargouille intime du sang, toujours
pas. Un retour à la chair tendre d'un autre, tendu vers soi. Un pli, une enveloppe à ouvrir. Une correspondance. Les thèmes ne sont pas vraiment tristes, ils sont juste un peu froids. Une vie sans épices, ça ne transpire pas la joie. Tes lettres me saisissent, elles disent tout plat ce que tu penses. Tes pensées sont denses, émouvantes. Tes pensées sont denses, émouvantes pour moi. Tes pensées sont denses, émouvantes pour moi. Tout semble calme et tout semble déchiré. Tout semble calme et tout semble déchiré. Tout semble calme, tout semble calme et tout semble déchiré. Tout semble calme et tout semble déchiré. Tout semble calme. Voilà, on est en train d'écouter Dom Spiro, Tout semble calme, Dom Spiro, le nouveau projet de Zedrine, un des membres majeurs de la scène slam toulousaine. Zedrine qui s'est accoquiné avec Francis Estève, quelqu'un que l'on avait pu déjà écouter avec Michel Clou dans Expérience. Et donc tous les deux ont monté un projet. Le premier album va sortir mi-novembre et le 19 novembre prochain, ils fêteront la sortie de cet album au taquin. On aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là, puisque je pense que Zedrine sera l'invité de Caramel Mou juste avant ce concert, donc qui aura lieu le 19 novembre prochain. Allez, on va faire tout de suite la suite et on va faire comme préconisé par Boris Georgelin il y a 2 minutes, on va faire un petit retour en arrière. Souvenez-vous, 1986, Gilles Presnitzer, syndicaliste, ingénieur aéronautique et homme de culture, imaginait la salle Nougaro, épaulé dans ce projet par le comité d'établissement d'Airbus. 30 ans plus tard, la salle Nougaro est une des rares, voire la seule salle privée en France gérée par un CE. Éléonore Bonfils, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de la programmation de cette salle Nougaro depuis 4-5 ans ? Voilà, je suis arrivée en septembre 2011. Voilà, et avant de parler un peu de cet anniversaire, mais aussi de la programmation que vous avez concoctée pour cette année et cette saison 2016-2017, deux, trois retours en arrière sur cette salle, donc qui, dans sa forme actuelle, a 30 ans, mais qui existait avant. Tout à fait. En fait, à la base, la salle Nougaro, c'était un centre culturel, donc qui s'appelait le Centre culturel de l'aérospatiale, qui était créé à la fin des années 60. Et comme vous l'aviez dit, donc Gilles Presnitzer en a pris la présidence en 76 et a développé tout ce projet. Donc il y avait une salle polyvalente qui voulait organiser des concerts, il y avait des activités socio-culturelles, des expositions, une médiathèque également. Donc Gilles a énormément contribué à alimenter ce fonds documentaire qui était vraiment référencé au niveau régional. Voilà. Donc ensuite, elle a été inaugurée par Claude Nougaro, qui a maintenant 30 ans, qui lui a donné son nom, qui l'a baptisé, qui est devenu le parrain de cette salle. Voilà, il était très attaché à cette salle. Après ensuite il y a eu des travaux en 96 où à la base la salle était plate. Donc en 96 elle était gradinée et il y a la forme actuelle tout à fait. Voilà, salle de 400 places, graduée. Voilà. Et après, le centre qui avait tout autour a été rasé pour ne garder que la salle Nougaro. La médiathèque a été, elle, construite à Saint-Martin-du-Touche. Voilà, donc sur le site d'Airbus. Tout à fait. Voilà. Et donc, outre sa forme juridique un peu particulière, je le rappelle, il y a une forme associative, mais c'est aussi une salle privée et qui est donc gérée par un comité d'établissement, chose assez unique en France. Cette salle donc portée par Gilles Presnitzer à ses débuts, par Philippe Couret, qui a été aussi un de vos prédécesseurs. Quelles sont les autres spécificités
particularité de cette salle? C'est vrai que dans la programmation depuis le début, il y a quand même des choses qui sont très marquées. On sait Oui. que lorsqu'on va à la salle Nougaro, c'est pas pour écouter n'importe quel style de musique. Voilà, tout à fait. Alors, c'est une salle qui, dès le départ, enfin, la ligne artistique, c'est toujours axé autour du jazz, essentiellement, de la musique du monde, de la chanson. Voilà, c'est quelque chose qui a été développé pendant ces 30 années. C'est une programmation qui est quand même assez exigeante, qui est insolite, pointue, mais qui se veut quand même ouverte à tous. C'est un lieu qui est vraiment identifié pour cette ligne artistique, qui est finalement est assez peu représentée sur Toulouse. Et même en général, après il y a des moments forts comme Jazz 631 ou Rio Loco pour les musiques du monde, C'est vrai Convivencia. que la salle bleue est un peu sur le même style d'esthétique. Aussi, oui, On y mais rajoute avec la musique classique, mais voilà. jazz, musique du monde de chanson, c'est un peu Également. la même ligne. Également. Alors après, la jauge n'est pas tout à fait la même, donc il y a aussi cette particularité où on a une jauge Et de vous avez 400 pas un pilier. places. Et on n'a pas un pilier, exactement. Alors que la salle on voit bleue, oui. bien, et oui, c'est vrai. Et on voit bien de partout, c'est vrai que c'est une salle qui est à ce niveau-là royale, parce qu'on a une proximité avec l'artiste, l'artiste qui l'apprécie également. Enfin, nous, à chaque fin de concert, on a des super retours parce que l'artiste voit son public, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'au niveau de l'entreprise, dont là je parle de l'entreprise Airbus, c'est toujours un outil culturel au service des salariés, tel qu'il avait été conçu au départ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a la programmation de la salle Nougaro, elle est aussi utilisée en interne. Voilà, les spectacles pour Noël, pour le jeune public, l'association Aéronautes, qui est une association donc, des musiciens d'Airbus qui se présente assez régulièrement à la salle. Et par exemple, par rapport à la fréquentation, on sait qu'il y a un système d'abonnement en priorité pour les salariés. Alors, c'est ouvert à tous, il n'y a pas forcément une priorité donnée. Donc, il y a un tarif préférentiel pour les salariés d'Airbus. Après, il y a vraiment une politique d'abonnement. Et au niveau des salariés d'Airbus, vous savez à peu près combien de... c'est 30 à 40% à peu près. Par rapport à la fréquentation générale. Ouais. Ce qui fait que vous avez encore des salariés qui restent sur ce suivi de programmation depuis ces 30 ans. Oui, voilà. Parce que c'est des chiffres qui ont finalement un peu bougé. C'est ça. Donc, on a un public fidèle, que ce soit au niveau d'Airbus, on a vraiment nos habitués. Alors après, il y a des styles qui vont plaire un petit peu plus, peut-être l'humour. Ça va dépendre un petit peu des... oui, on développe également toute une programmation autour de l'humour. Et on se souvient, notamment au niveau justement des moments de crise à la salle Nougaro, qu'il y avait eu des grands moments de critique au niveau justement des choix de programmation de Gilles Presner un moment, de Philippe Couret aussi, en disant qu'il y avait trop de musique du monde, peut-être pas assez. C'est vrai que au niveau du CE, au niveau des salariés, il y a eu toujours des moments assez conflictuels au niveau de ces choix de programmation. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai pas forcément connu cette époque. Après c'est vrai que c'est une programmation quand même assez particulière, il faut le dire. C'est pas très grand public. Alors on y travaille. Enfin, je veux dire, on essaye d'ouvrir de plus en plus sa programmation. Là, par exemple, on rajoute du blues, du funk, et ça marche. On voit vraiment que ça marche. La chanson, on a programmé Oxmo Puccino. Donc on essaie vraiment de dépasser tout ça, tout en restant quand même sur cette ligne artistique qui est la base même de la salle. Voilà, c'est... Dans ces 30 ans, une façon pour vous de fêter quand même une longue période d'action culturelle, elles sont marquées comment ces 30 ans? Alors, ces 30 ans, en fait, on a invité, donc on a fait un spectacle, on a voulu quelque chose d'assez convivial, donc on a invité les frères Taloche, on voulait des artistes, des fidèles, parce qu'on a beaucoup d'artistes qui reviennent assez régulièrement avec des nouveaux projets. Donc on voulait quelque chose de sympa. Donc on a invité les frères Taloche, donc c'était le 21 septembre. Et à cette occasion, on a travaillé aussi sur les archives de la salle. Parce qu'il faut savoir que on a des livres d'or. Chaque artiste a signé dans les livres d'or. Du coup, c'est des choses qui sont gardées un peu secrètes, qu'on garde bien précieusement. Et là, on s'était dit que c'était vraiment l'occasion de présenter tout ce patrimoine, parce que il y a quand même eu des grosses pointures, Herbie Hancock, Césaria Evora, Lassa. Donc on voulait vraiment mettre en valeur ce patrimoine qui fait l'histoire de la salle.
Avec des gens qui reviennent, je pense notamment au trio Chemirani qui passeront aux alentours de début mars, le 2 mars, oui. Qui sont des vieux habitués de cette salle, par exemple. Oui, alors ça je sais, oui, peut-être. C'est vrai que je pense que c'est la 3e ou 4e fois qu'ils passent, qui passe chez vous. D'accord. Pourtant, oui, je croyais bien connaître les programmations précédentes. Bon, là, c'est vrai qu'en artistes qui reviennent, on a eu Mariana Ramos, plus récemment Alex Bopin, on a Didier Labbé, qui est très fidèle à la salle, qui revient là le 16 novembre. Donc voilà, c'est vrai qu'on suit, enfin on a une réelle volonté de suivre, de présenter des nouveaux projets aussi. Et sur les artistes toulousains, effectivement, il y a 4-5 groupes que vous avez pu suivre, booster, à qui vous prêtez la salle pour des résidences, que ce soit en chanson ou en jazz. Pucci, Nella cette année, Didier Labbé en a fait aussi, en a profité aussi à un certain moment. Endless dans qu'on accueille en résidence en janvier, dans le duo de sax piano avec David Odrochi au sax, vous allez me dire, Aguilar au piano, donc ils viendront en résidence chez vous. C'est vrai qu'il y a aussi ce travail sur des artistes toulousains pour leur permettre un peu de travailler dans des conditions, j'allais dire, professionnelles. C'est vrai que la plupart des lieux de diffusion à Toulouse sont des petits lieux. C'est vrai que là c'est quand même une salle assez importante. Oui. Voilà, on a un lieu de diffusion, mais on veut contribuer également à participer à l'émergence de la scène toulousaine. Voilà, c'est important pour nous. Ouais. Comment vous la vivez cette année ? Ça va être l'occasion à tous les concerts de se rappeler d'un certain nombre de choses, de revenir un peu sur ces 30 ans, ou simplement ça a été fait début septembre et on en parlera plus de l'année ? Alors on a marqué le coup, effectivement, en début de saison, on a vraiment entamé... On voulait entamer cette saison avec cet anniversaire. Alors après, comme je disais, il y a des artistes qui reviennent, donc c'est une manière un petit peu de prolonger cet anniversaire. Et puis après, on va garder à disposition du public, s'il le souhaite, les livres d'or, du coup, qu'on a scannés, imprimés, qui sont à disposition du public. Pendant toute cette saison. Donc voilà, donc la salle Nougaro fête ses 30 ans avec pas mal d'artistes que l'on a peu vus par contre jouer à Toulouse. Awali par exemple, qui sera le 11 janvier prochain à la salle Nougaro. On va en écouter tout de suite un extrait. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ces 30 ans. Merci. Bon anniversaire. Merci. There's no easy way to tell you this. No, I don't wanna play anymore like this. It's not easy to say, but I like when you cry. Don't beg me to stay, but if you want, you can try. I'm leaving today, and I hope you will miss my eyes, my smile, my arms, and my tender kiss. Doom, 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 doom. I've done too much, and this time it's enough. It takes
my tender case. Doom, 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 doom. Doom, 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 doom. Tu me demandes de rester. Mais à quoi bon et pourquoi faire? Je sais bien et toi aussi tu sais bien que ça ne sert à rien. I'm going so far away from you. Ooh, doom, 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 doom. Voilà. Awali que l'on pourra écouter à la salle Nougaro le 11 janvier prochain. C'est mercredi et je pense que avec Perrine Crubilé, nous irons voir ce concert. On prend rendez-vous tout de suite. Voilà, en attendant, Perrine, vous nous faites une chronique boulangère cette fois. La dernière fois, vous nous aviez parlé poisson. Cette fois, vous faites le pain. Vous allez les sortir tous comme ça, les éléments principaux pour la cuisine? Je pense. Ouais, c'est plus fort que moi. C'est un concept. Ouais. Ouais. Donc, le pain. La poissonnerie était pas loin, enfin la boulangerie était dont pas je loin vais du vous parler poissonnier. était pas loin du poissonnier. D'accord. À croire que Saint-Cyprien est un bon quartier. Chers compagnons, fruits de la terre et du travail, le pain est l'animal, je l'ai fait pareil, l'aliment de base de notre civilisation sédentarisée. Mais l'époque est venue d'arrêter de manger du pain de merde. C'est la question existentielle avec celle du caviste. Quelles sont les bonnes adresses ? À part qu'avec le caviste, c'est plus simple, car c'est un revendeur, on y déniche toujours une bonne bouteille. Mais le boulanger, c'est l'artisan, le maître d'œuvre, qui maîtrise la panification. Wouh ! Pardon, excusez-moi. Eh bien oui, mais vous pouvez. C'est l'anniversaire de Jean-Pierre Lérin. Voilà, et il y a le bouchon qui vient de sauter. C'est son 8e anniversaire. Donc ce fameux boulanger qui est l'artisan, le maître d'œuvre qui maîtrise la panification, celui qui fait des compagnons du devoir par exemple, comme Mathieu du Panivore à Saint-Cyprien. Celui qui a choisi de faire du bon pain car il n'en trouvait pas, celui qui saute d'une école à Nîmes à un stage à Toulouse, qui voyage et qui pose ses fours il y a 5 ans à Saint-Cyprien, avenue Étienne Billière, et qui devient une des meilleures boulangeries de l'agglomération toulousaine, n'ayons pas peur de le dire. À quoi on repère une bonne adresse ? C'est elle où quand tu rentres, il y a quelqu'un avant et après toi, même en dehors des heures de pointe. Celle où il y a du pain plutôt basané et bariolé. Ça et là, une étiquette AB sur les pains bis. Les pains craquent à vue d'œil et tu ne peux pas t'empêcher de croquer le quignon à peine sorti de la boulangerie. La mie est aérée, irrégulière, elle camoufle des fragrances de levain naturel. Au toucher et à la mâche, il est addictif. On ne peut plus s'arrêter d'en prendre juste un dernier petit bout avant qu'il en reste suffisamment pour le moment consacré du partage. Allez, passez-moi ce pain que je craque. Effectivement, il craque bien.
Voilà. Et il va très bien avec la charcuterie qui fait le tour de ce studio. C'est vrai que c'est un délice. Bref, on sait à quoi ressemble un bon pain. En fait, on se doute de quoi il est composé, des farines pures et sans ajout. Mais le secret est toujours le même, c'est le temps. Le temps et un bon levain. Je sais que Pierrick Rouquette attend impatiemment de l'autre côté de son poste que j'aborde la chimie de la fermentation du pain par levain naturel qui produit avec le temps le dioxyde de carbone qui consume et exhume protéines, lipides, sucre, que nenni, je n'en ferai rien. Il suffira juste que je vous dise ce que vous savez déjà pour comprendre à quoi ressemble un bon pain. Dans cette histoire sans fin qui dure depuis 6000 ans, il aura fallu l'industrialisation et les après-guerres, l'urgence à vouloir gaver avec le corps du Christ, en accélérant le processus de pétrissage, de fermentation, et en dégrader la qualité jusque dans les années 90 quand même, avec la contribution volontaire de la grande distribution, bien sûr. Mais heureusement, il y a un Mathieu du Panivore ou un Damien Fressineau de la Halle au Pain à Place du Puy ou une Maison Arnoux à l'Union, me souffle-t-on à l'oreille. Ah, Jalila, d'une autre émission, me dit que la Maison Arnoux à l'Union est vraiment une très bonne boulangerie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle a été remarquée par l'émission la meilleure boulangerie de France sur M6. Oui, et précédemment, ce fameux Damien Fressineau de la Halle au Pain. Alors à savoir que, à croire que M6, pour ce coup-là, du goût. Du goût. Ou des bons indicateurs. Bref, qui prennent le temps et le levain, car le secret c'est la patience, on vous le dit. Je sens poindre votre question habituelle sur les tendances alimentaires. Gluten, point d'interrogation ? Gluten avec point d'exclamation. Influe-t-il sur la production et la commercialisation du pain ? Figurez-vous que je suis bien placée pour me sentir concernée par le problème car je suis sensible au gluten. J'ai pas dit hypocondriaque, j'ai bien dit sensible. C'est-à-dire que moins j'en mange, mieux je me porte. Le gluten que l'on trouve naturellement dans le blé, le seigle et dans moindre mesure l'orge, je répète, blé, seigle, orge. Donc, bière, pâte, pain, bouffe industrielle qui provoque des allergies et des sensibilités comme tout organisme vivant en fait. Le gluten fait ses extrêmes comme la cacahuète, mais bon, je veux dire, tous les organismes vivants peuvent provoquer des choses un peu... voilà. Bref. Alors que mardi, quand j'ai rencontré le fameux Mathieu du Panivore, j'ai bu ses paroles en me réjouissant de ses explications sur le découpage d'enzymes par super sécateur magique de super levain naturel. J'ai goûté sans vergogne son pain, puis ses pains, en salivant de tous mes assemblages préférés que j'allais pouvoir faire avec l'huile d'olive, le saucisson, le beurre, le chocolat, voire les 2, les 3, les 4, mais je paye ces derniers jours. Oui. J'avoue que Nutella, saucisson, ça doit pas le faire quand même. Ah ouais, ça peut être addictif. J'ai eu beau arrêter la cocaïne, l'alcool, le bio, les anxiolytiques, il n'y a bien que l'arrêt du gluten sous toutes ses formes qui me soulage des maux dont je vous passe les détails. Bref, je suis une incorrigible épicurienne, judéo-chrétienne à dissonance cognitive. C'est une nouvelle secte. C'est une nouvelle secte dont je ne sais pas si vous faites partie, mais moi oui, a priori. Et je fais quelques compromis avec les conséquences de mon imprudente gourmandise en tout domaine. Voilà, en tout cas, le pain reste le meilleur aliment de l'homme. Tout à fait. Alors, le pain chez le Panivore, encore mieux. C'est 11 avenue Étienne Billière entre le CDC et la MJC Roguet. Il y a une cave juste à côté, Vigny, Corpu ou chez quelque chose comme ça, que j'ai pas encore goûté, mais juste... la Crimavigny, oui, j'étais amen. Et aussi, je voulais vous signaler que non loin de ça, il y a un Day by Day qui a ouvert, qui est un magasin de vrac, qui fait... pas que du bio, mais quand même. Et ils ont genre un truc comme 400 références. Et pour un vrac, ça vaut le détour. Et donc, un vrac, on y trouve quoi ? Sur ce fameux trottoir, alors des céréales, des farines, des huiles, du savon, des graines, des gâteaux. Et ce qui est génial, c'est que... Et des olives. Et donc, du coup, les gens amènent leur pot. Et puis, ils sont... Enfin, voilà, on peut faire ces petits assemblages de tout. Et franchement, les produits sont... J'ai goûté 2-3 trucs qui étaient pas trop mal. Sauf le saucisson. Bon, avec ce que vous nous dites, ça va faire plaisir à Nicolas Sarkozy. Finalement, il n'y a pas que les élites qui vont chercher les œufs. Enfin, on ne va pas chercher que les œufs, quoi. On va chercher aussi le reste. Champagne. Donc, rappelez une dernière fois l'adresse. Donc, je rappelle, le Panivore, ça fait 5 ans que ça existe. C'est à 11 avenue Étienne Billière. Là, on a goûté la baguette qui a, quand même, il faut le dire, 1,10 €, quoi. Enfin, je veux dire, une bonne baguette. Il y en a une à 70 centimes. Pareil, record. Voilà, ça c'est rare. Et il y a un pain avec plein de céréales et de graines et tout ça, et c'est le meilleur. À toaster, je pense que c'est encore meilleur. Ça s'appelle la Saint-Cyprine.
À Saint-Cyprien, et c'est à combien? Peut-être pas. Ne D'accord. regarde pas avec ses yeux, peut-être pas. Très bien, donc voilà. Bref, il y a une variété. Le Panivore. Voilà. À Saint-Cyprien, la première adresse de l'année de Perrine Crubillet. Voilà. À bientôt. À bientôt pour une cave à vin. Ah ben tiens, ça, Enfin, un bar à vin. ce qui est formidable avec Perrine Crubillet, c'est que quand elle nous parle de bouffe, elle amène des échantillons. La prochaine fois, c'est elle qui amène le vin. Et ça, c'est parfait. Avec plaisir. À bientôt. Jean-Pierre, c'est déjà à nous. C'est déjà à nous. Mais oui, parce que si on veut que vous arriviez à dire 3-4 mots sur le prochain concert d'un pavé dans le jazz, il faut quand même vous laisser une petite dizaine de minutes. Au moins. Au moins, on enlèvera dans le décompte l'intégralité du morceau que l'on écoutera tout à l'heure. D'accord. Donc, prochain concert. Alors, le prochain Un pavé dans le jazz, c'est dans 15 jours? C'est dans 15 jours, c'est donc le vendredi 28 octobre. Et ça va se dérouler au Goethe Institut. Voilà. Au Goethe Institut, qui est un partenaire du pavé. Peut-être, est-ce que c'est bien de dire ce que c'est que le Goethe Institut pour certains? Peut-être, oui. Le Goethe Institut, c'est un petit peu l'espèce de centre culturel. En fait, c'est un organisme qui essaie de promouvoir la langue allemande et la culture allemande sur le territoire français. On va dire que c'est la version teutonne de l'Institut Cervantes. On peut dire également. Oui, on va le dire comme ça. Il joue à peu près le même rôle, voilà. Exactement. Donc, le partenariat, nous allons programmer donc un musicien allemand, vous l'aurez compris. Ouais. Alors, avant de parler de ce concert... Il y a un jazz allemand? Il y a un jazz allemand. C'est formidable. Qui est d'ailleurs très, très important. Très important. Donc, qu'on connaît mal, malheureusement. Qu'on connaît peu, hein. Donc, il faut dire quand même que cette salle donc, du Goethe Institut n'est pas très très grande. Donc c'est pour ça que je vais quand même parler de ce groupe et en dire le plus grand bien. Simplement, les gens qui seront montés, il faudra vraiment réserver parce que voilà, il y aura certainement pas de la place pour tout le monde. Et le contraire serait quand même assez dommage. Voilà, je dirais. Donc il y a trois raisons pour venir à ce concert. La première, c'est Peter Brosman. Déjà, Peter Brosman, qui est ce musicien allemand, un saxophoniste, qui a un son très reconnaissable, un son très particulier. Ces sons un petit peu très puissants et je dirais très, très torturés. Voilà, c'est comme les saxophonistes des Free des années 70. Lui, il a vraiment ce son-là, on le reconnaît, il fait vraiment partie des gens qui continuent à jouer du saxophone comme ça. Donc, c'est la troisième fois qu'on le fait venir, donc c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, et c'est quand même un peu des musiciens qui sont quand même référents en Allemagne au même titre que Joachim Kuhn ou Wolfgang Schiplenbach. Enfin, voilà, quoi. Ça fait partie des grands musiciens de allemands. Et donc la deuxième raison, c'est Paul Nissenloh, le batteur. Là, j'ai pas de superlatif, mais alors je dirais juste que c'est mon batteur préféré. Donc on va simplifier comme ça. C'est quelqu'un qui sait absolument jouer sur toutes les musiques. Nous l'avons vu récemment avec The Thing. Donc il peut jouer justement sur des musiques quand même assez rock, on peut dire ça, sur des musiques impro, etc. C'est-à-dire voilà, c'est un batteur absolument phénoménal. Je vais arrêter là. C'est mon batteur préféré. Il faut dire Paul, c'est un batteur suédois. Ouais. C'est pas très important, mais il faut le dire aussi. Et il y aura, et alors là, le troisième raison pour venir à ce concert, c'est Steve Swell. Steve Swell, qui est un tromboniste américain, qui là, pour le coup, est beaucoup moins connu, mais alors pour les amateurs de jazz, et il paraît qu'il y en a beaucoup, puisque les salles de jazz sur 131 étaient archi pleines, donc il doit y avoir beaucoup d'amateurs de jazz. Vous l'avez remarqué, vous aussi. Voilà, donc j'en ai conclu qu'il y avait beaucoup d'amateurs de jazz, donc de passionnés de jazz. Un peu vite en besogne, mais effectivement, jazz sur 131, c'est très cool. Tous ces passionnés de jazz seront ravis de savoir que Steve Swell vient jouer, donc ils vont se précipiter pour réserver. Donc, dans ces cas-là, faites-le dans une salle un peu plus grande. Voilà, mais c'est une histoire de partenariat. Nous avions envie de présenter un musicien allemand au Goethe Institut. Tout ça me paraît bien logique. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je crois que c'est bien parce que j'aimerais bien qu'on en écoute un petit peu. Finalement, si c'est aux dépens de la musique, j'aimerais bien qu'on en écoute un petit peu. Je voudrais préciser peut-être avant l'agenda quand même aussi qu'il y a ce soir un concert remarquable à l'Impro. Oui. Si ça vous gêne pas, je vais peut-être en parler tout à l'heure. D'accord. Mais je voulais dire, je voulais moi.
Si ça vous gêne pas, je peux finir mon boulot à la fin de l'émission. D'accord. Je pouvais juste donner Allez-y, vous êtes là pour ça aussi. Moi-même donner mon opinion sur ce concert qui est avec Gaël Aurelou, qui est un super saxophoniste. Donc autour de Thibaut Soulas et Paganotti, le petit batteur. Le petit batteur, fils de Bernard. Voilà, je recommandais ce concert. Voilà, ça me fait plaisir que vous me donniez votre onction culturelle. Ah ouais, vraiment, ça me fait très très plaisir. Voilà. Donc j'ai raccourci un petit peu parce que j'aimerais bien qu'on écoute un petit peu justement ce trio pour que les choses soient claires. Voilà, il y en a qui auront envie, d'autres non. Après ça sera clair. Très bien. Bon, on rappelle, ça se passera le vendredi 28 octobre au Goethe Institut, Krakau Night, avec Peter Brosman, Steve Swell et Paul Nielsen Love. Un trio plutôt free. On écoute ça tout de suite. Ah, et bien apparemment, on a des problèmes. J'aurais dû donc en parler davantage. Ouais, on a des problèmes au démarrage, mais bon, on refait un essai. La prochaine fois, peut-être arriver avec un support un peu plus traditionnel, c'est-à-dire une vieille galette, quoi. Parce que là, apparemment, la clé USB a pas l'air de vouloir complètement fonctionner. Je sais pas, on m'a dit que les clés USB, que les CD c'était fini, c'était les clés USB. Alors je sais pas. Jean-Pierre Lérac, c'est pas parce qu'on le dit que c'est moderne. Voilà. Bon, par contre, je pense que on va avoir une grosse frustration. Voilà, on avait du temps et ça ne passe pas. Eh bien, Jean-Pierre Lérac, vous nous rappelez ? Quoi qu'il en soit, je rappelle donc qu'il faut vraiment réserver puisque la salle n'est pas très très grande et que ce sont quand même des grosses pointures qui vont passer ce jour-là. Bon, Peter Brosman, Steve Swell au trombone et Paul Nielsen Love à la batterie, pendant que Jérôme essaie désespérément de nous balancer un extrait de cette musique. On va passer à la rubrique concert et puis dès que la musique on l'entend dans le casque, on s'arrêtera de parler. Ce soir il y aura du cabaret grunge à partir de 19h, donc dans pas très longtemps. Ça se passe à Lieu commun, le centre culturel art contemporain qui se situe dans le quartier Bonnefoy, 25 rue d'Armagnac. Donc cabaret grunge à partir de 19h dans le cadre du printemps de septembre qui est sur le point de s'achever. Ça se terminera la semaine prochaine. Ce soir au Pavillon Sauvage, soirée portée par l'association Les Enfants Sauvages avec Tani Dual, le DJ et trompettiste qu'on appelle aussi William Lodimat quand il joue dans BDC Label, mais lorsqu'il est derrière une platine on l'appelle Tani Dual. Donc avec sa trompette, il y aura également Puissant et Cathartique. Ça, je vous jure, c'est le nom de groupe. Je me demande des fois comment ils font. Ils tirent des noms dans un chapeau, ils les assemblent et ça donne ça comme nom, Puissant et Cathartique. Par contre, c'est complètement incroyable cette musique, déstructurée, puissante, c'est très gros son. Enfin, c'est assez étonnant. Kaka, Schlesser, Cracra, et là aussi, franchement. Oui, franchement. Il faut reconnaître. Vous connaissez ma facilité avec les langues étrangères. Franchement, qu'est-ce qu'on m'annonce comme concert là? Donc, et puis il y a Pétrifié, c'est ce soir à 20h au Pavillon Sauvage. Excellente occasion de rappeler que les Pavillons Sauvages continuent à programmer de la musique, que ça reste quand même l'endroit où on peut découvrir plein de musique en devenir, plein de groupes qu'on n'écoute jamais ailleurs à Toulouse et qui continuent à faire un boulot de diffusion assez remarquable. Donc ça se passe au Pavillon Sauvage ce soir à partir de 20h. Retour pour les joueurs du Blind Test de Chess-Bovy au Champagne à partir de 22h30. C'est le premier de la saison. Les Blind Tests de Chess-Bovy sont toujours plutôt rigolos à aller voir. Il y a également un spectacle que je vous recommande et qui se passe ce soir à l'espace Roguet. Ça s'appelle Aller simple, voyage sans valise, musique et vidéo, avec Nicolas Calvé à la voix, Laurent Guiton au tuba, Laurent Paris à la percussion, Didier Duluy à l'accordéon et Jean-Pierre Lafitte au flûte. La vidéo, c'est Tristan Francia, c'est dans le cadre de Jazz sur son 31 et ça se passe donc à l'espace Roguet. Soirée Club de New York ce soir, toujours dans Jazz sur son 31 à partir de 20h30 à l'Automne Club. Et puis on en parlait tout à l'heure, trio Soulas contrebasse, Aurelou sax et Paganotti à la batterie, à l'impro à 20h30. Et là, ce que vous êtes en train de commencer à écouter, donc c'est le trio Krakau Night. Peter Brotzman au sax, Steve Swell au trombone et Paul Nielsen Love à la batterie. Allez, on en écoute 3 minutes.
Ciao Night, donc trio alemano-américain-suédois que l'on pourra donc écouter le 28 octobre prochain dans le cadre de la programmation Un pavé dans le jazz. Ça se passera au Goethe Institut, pas très loin de la rue Cujas. Rue Clémency Zorin. Voilà, pas très loin de la rue Cujas, pas très loin de la rue Saint-Rome, pas très loin du Barbu. Voilà, donc un endroit peu connu pour les concerts, mais de temps en temps il y en a. Vous avez compris qu'effectivement c'était du free. Bon anniversaire Jean-Pierre, on vient d'en écouter 3 morceaux. C'est bien la première fois qu'on écoute autant de musique et de jazz bizarre dans cette émission. Voilà, donc ça se passe le 28 octobre prochain, c'est un vendredi, c'est dans 15 jours. Et c'est un concert largement recommandé par la maison, de même que le concert de ce soir au Bijou est largement recommandé par la maison. C'est de la chanson et c'est Monsieur Roux avec Boule. Et puis avant de se quitter, rappelez que demain au Ravelin, place Ravelin, soirée Noisy Rock avec des gens qu'ici on adore, My Imaginary Love, un trio de filles complètement dément à voir sur scène, avec vraiment de la musique très bruyante, tendance plutôt rock. Il y aura aussi également Presque Ça, je pense que ça c'est un groupe qui vient de Brest, et puis Birdie Steptoe, tout ça demain soir au Ravelin, soirée Noisy Rock et Free Jazz la semaine dans 15 jours au Goethe Institut, donc dans le cadre d'un pavé dans le jazz. On va se quitter avec un peu plus de ce que l'on pourra écouter ce soir-là. D'ici là, je vous souhaite une jolie soirée. Salut les filles, à la semaine prochaine.